Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 19e édition de la journée du CSE. Nous sommes en live en ce jeudi 24 avril. On va prendre ensemble 1 heure pour l'animation d'un nouveau webinaire sur un sujet qui avait été traité par le passé l'année dernière, mais sur un volet très écologique, j'ai envie de dire. Ici, on va prendre la transition RSE dans sa globalité. Je m'appelle Aymeric Deromo, ça fait maintenant près de 2 ans que j'anime la journée du CSE. Celles et ceux qui ne me connaissent pas ou ne nous connaissent pas encore. Nous sommes un média web à destination à la fois des élus, des chefs d'entreprise, mais également aussi de tous les salariés, toutes les personnes qui souhaitent prendre de l'information, s'informer, découvrir tout ce qui gravite autour du comité social et économique des entreprises. Donc, dans sa vision la plus large, on essaye de parcourir ensemble, que ce soit sur des articles de blog, sur des webinars comme on le fait aujourd'hui, tout ce qui peut un petit peu vous donner des clés pour performer, mieux faire grandir votre organisation. Et on le fait tout au long de l'année, donc au moins 4 sessions de webinaires par an. Mon but, c'est de mettre en lumière des expertises, celles et ceux qui ont une vision à partager sur un sujet qui fait l'actualité, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir prendre 1 heure ensemble sur ce sujet de la transition RSE, le rôle du CSE dans cette transition RSE. Et C'est je ça. te laisse du coup te présenter. Oui, merci beaucoup Aymeric pour cette introduction. Donc je suis Sarah Digonnet, je suis fondatrice du cabinet Pacte, qui fera référence, vous allez le voir, à certains cadres, notamment d'engagement des entreprises dans les sujets environnementaux et sociétaux. J'ai une expérience de plus de 15 ans dans l'économie sociale et solidaire, la RSE et voilà, dans des entreprises. Donc ça fera partie d'un des partage que je ferai avec vous. Et aujourd'hui, j'accompagne plutôt des PME et des ETI dans l'intégration des enjeux sociaux environnementaux dans leur modèle, avec toutes leurs parties prenantes, y compris les collaborateurs évidemment, et y compris des instances comme le CSE. Donc c'est voilà, de ce point de vue-là, je vais vous parler. Effectivement, c'est complémentaire d'une intervention qui avait eu lieu précédemment dans ces webinaires de la journée du CSE, qui expliquait vraiment plus en détail la RSE. Là, aujourd'hui, on va se concentrer. Hop, j'essaye en même temps les outils. Voilà, donc ça fonctionne avec la petite flèche. On va se concentrer sur le cadre, évidemment, notamment parce qu'il y a pas mal d'actualités sur la RSE, mais qui incombent aussi au CSE, vous allez le voir. Les tendances. Alors, quand je parle des tendances, c'est les tendances autour de la RSE, bien sûr, mais surtout les tendances sur le rôle que peut jouer le CSE, la part que peuvent prendre les représentants des collaborateurs dans ces enjeux de transition. Et puis, bien sûr, quelques exemples à la fois d'entreprises, d'actions de CSE, et puis quelques outils. L'idée étant de pouvoir vous donner des éléments plutôt concrets et pratiques dans cette présentation. Et puis de pouvoir peut-être répondre à certaines questions qui seront faites. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans alors un échange, c'est toujours un peu compliqué dans ce format-là, mais qui soit pratique dans vos fonctions, dans vos réflexions, que vous soyez effectivement membre de CSE, collaborateur d'entreprise sans mandat peut-être particulier aujourd'hui, que vous soyez dirigeant ou dirigeante d'entreprise, vous êtes peut-être connecté aussi parce que le dialogue social, ça fait partie de votre mandat, ou que vous soyez responsable RSE parce que il faut travailler en complémentarité. Juste, qu'est-ce qui t'a, même si c'est peut-être que tu allais en parler à la fin, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te passionner ou te diriger vers cette transition RSE? Il y a un élément dans ta carrière qui a fait tilt? Alors petit à petit, venant du secteur de l'économie sociale et solidaire, où effectivement l'intérêt général, l'utilité sociale est au cœur du modèle de ces organisations qui sont des organisations économiques, le lien s'est fait petit à petit sur le levier que peut avoir l'entreprise sur les thématiques Ouais. RSE. Donc on va le voir assez rapidement. RSE, c'est pas que environnemental, effectivement, c'est plus large. C'est social, sociétal, ça touche à la gouvernance, donc aux instances de gouvernance également. Voilà, donc c'est faire ma part dans l'entreprise et aujourd'hui auprès de ces acteurs-là pour les accompagner dans ces actions. OK, ça marche. Voilà. Alors, en complément de ce plan qui était très schématique sur les 3 points, les différents sujets qu'on va essayer d'aborder dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Donc, on a parlé d'évolution réglementaire, du pourquoi finalement on intègre le CSE ou le CSE se saisit de ces sujets,
du rôle des syndicats, puisqu'effectivement, représentants du personnel, représentants syndicaux, les frontières sont parfois, les mandats sont différents, mais les frontières sont parfois, il y a parfois pas de frontières, plutôt, on va le dire comme ça. L'importance du dialogue social, et puis d'essayer d'identifier un peu les conditions de succès avec quelques exemples. Et je ferai également un focus sur le CSE dans le cadre de la qualité de société à mission. On y reviendra, puisque là aussi, ça mérite quelques définitions. À propos de définition, et pour tester l'outil dont tu parles, Émeric, je vais afficher du coup un QR code, ce qui me permettra, moi, de pouvoir rebondir aussi sur voilà, ce qui va être prioritaire pour vous dans ce sujet-là, ce que vous avez en tête, peut-être appuyer certains sujets, peut-être nuancer ou construire autrement des a priori, et vraiment essayer de répondre au mieux à votre sujet. Donc c'est très ouvert. Quels mots associeriez-vous quand on parle effectivement CSE et RSE? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Donc vous pouvez flasher ce petit QR code. Je vous laisse à l'écran pour l'instant, le temps que tout le monde puisse sortir son téléphone. Bon, généralement, les smartphones sont quand même pas très loin des ordinateurs, donc j'ai pas trop d'angoisse là-dessus. Mais effectivement, vous pouvez le flasher. Normalement, il n'y a pas de mot de passe, il y a un accès qui est direct. Alors. Hop. Je vois qu'en plus, on est donc à la fois sur YouTube et sur LinkedIn, on est une quarantaine. Alors, je m'attends pas forcément à avoir 40 messages, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager, à interagir avec nous. Ça rendra vraiment l'animation encore plus vivante. Et c'est vraiment en un clic assez facile. Donc, allez-y, je compte sur vous. Est-ce qu'on peut afficher peut-être l'écran, comme ça on voit, les personnes voient en direct. Je peux te laisser faire, Ouais. Émeric, le changement d'écran, Alors, si c'est bon il- pour toi. exactement. Ok, super. Le voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la collaboration, effectivement. Des avantages pour les salariés. Alors là, on retrouve les prérogatives peut-être premières du CSE. Sauvegarde pour le futur, la durabilité, l'environnement, donc qui est une des thématiques. Donc on voit effectivement l'enjeu qui est porté par le sujet RSE, un enjeu citoyen. Ouh, ça va vite. Euh, des actions responsables, la sensibilisation, cet enjeu-là. Donc effectivement, on pourra y revenir sur le rôle que peut avoir le CSE dans cette sensibilisation, mais aussi comment sensibiliser le CSE. Vous allez voir, il y a beaucoup de sujets dans cette thématique où c'est dans les deux sens. C'est le rôle du CSE et qu'est-ce que peut prendre aussi directement le CSE pour lui. Des obligations, des droits. Donc on voit bien aussi le cadre réglementaire. On va commencer par ça. J'essaie de voir avant que ça rebouge les activités sociales. Donc effectivement, dans les différentes actions du CSE, on va dire natives, il y a des impacts et des enjeux de transition RSE, sociale ou environnementale, la protection, l'engagement entre CSE et RSE. Je vous remercie, je pense que c'est assez riche. Vous pouvez continuer à enrichir ça, mais moi je vais essayer de rebondir là-dessus. On va repasser du coup sur la présentation qui a disparu. Bien sûr, sinon ça serait Évidemment. pas marrant. Mais on y était préparé. Voilà, super. Oui, c'est ça, on le savait. On le savait. On en est là. Donc Le on n'est pas voici. surpris. Merci beaucoup. Alors je n'avais pas préparé tous les sigles et mots-clés. Je voudrais juste qu'on revienne par rapport à certains mots qui sont revenus dans la petite séquence juste avant, juste pour qu'on pose le cadre, puisque vous êtes un public voilà, qui peut venir d'horizons différents. Donc le CSE, c'est bien de le redire quand même, c'est donc le comité social et économique, c'est une instance de représentation du personnel qui a été mis en place en 2021 notamment, qui aujourd'hui est renforcée par des sujets comme la base de données économiques, sociales et environnementales depuis 2022, mais on va y revenir. Le dialogue social en entreprise, c'est tout ce qui va concerner la communication, les échanges, les négociations. Donc, pour les entreprises qui sont pas obligées de se doter d'un CSE, on peut quand même parler de dialogue social parce que voilà, on a des dirigeants, on a des collaborateurs, c'est comment on discute sur des questions sociales et économiques. Et là, on le mentionne pas en particulier, par exemple, environnemental, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est sous-jacent à la fois aux enjeux sociaux et économiques. La durabilité et la RSE, hein, on peut voir ces deux notions de manière très proche. C'est effectivement comment les entreprises, de manière volontaire, quand on dit de manière volontaire, aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui les obligent, mais c'est d'aller au-delà de ces obligations, justement, pour voir comment leur modèle et leurs activités peuvent avoir un impact négatif le moins
fort possible et de plus en plus un impact positif allant vers des sujets de modèles à visée régénérative, par exemple pour les limites planétaires ou ces sujets-là. N'hésitez pas, voilà, peut-être plus tard ou à la fin si vous avez besoin que je reprécise certaines notions. La société à mission, je vous ai dit qu'on allait en parler, donc c'est pas un statut d'entreprise, c'est une qualité qui vient s'ajouter à n'importe quel statut d'organisation d'entreprise et qui met au cœur de son modèle, puisque ça inscrit dans ses statuts de manière opposable une raison d'être et des engagements sociaux environnementaux qu'elle s'engage à poursuivre. Et on verra avec, là aussi, des questions de gouvernance et d'instance et la part du CSE qui peut être là-dedans. Et les transitions, donc là, je l'ai mis avec un S parce qu'effectivement, on peut parler des transitions écologiques, environnementales, sociales ou sociétales. C'est vraiment aussi les trois piliers qui sont avec la gouvernance dans la RSE. Et c'est important d'avoir cette vision globale, même si vous allez voir que intuitivement, au départ, le sujet environnemental ressort fortement. On verra chiffre à l'appui. Alors, du coup, c'est toi qui as la main, je pense, Aymeric. Tu peux plus. Ok, Ouais, pas de souci. pas de problème. Je reprends la main. Super. Hop. Alors, sur les évolutions réglementaires, je voulais faire un focus sur la dispositive CSRD, qui est une disposition, la directive CSRD, qui voilà, a été transposée en décembre 2023, qui fait le fruit de nombreuses discussions au niveau de l'Europe en ce moment, avec une directive omnibus qui vient décaler les obligations de reporting, mais également aussi le périmètre d'entreprise concernée, donc à partir de 1000 salariés notamment, et des éléments de chiffre d'affaires et de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de bilan. L'idée, c'est de montrer là qu'il y a ce mouvement pour les entreprises de s'engager à la fois dans le rendre compte sur ces sujets-là, mais aussi les plans de transformation. Et on va le voir dans ce cadre-là de la CSRD. Et depuis le 1er janvier 2025, il y a une information qui concerne plus particulièrement le CSE, avec information et consultation du CSE obligatoire. Alors c'est un peu petit, même moi, d'où je suis, j'ai un peu de mal à le lire, mais effectivement, les comités de ces sociétés devront être consultés sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles du Code du travail, afin de pouvoir les challenger, les vérifier, et on va le voir être accompagné aussi peut-être elle-même par des experts pour bien comprendre les plans qui sont proposés. Donc sur la slide suivante, j'ai fait un petit focus et là sur les contenus qui sont proposés par la journée du CSE sur le site internet notamment, parce qu'il y a un grand article fourni là-dessus, mais qui précise justement, notamment dans les consultations récurrentes, qu'est-ce qui va finalement faire partie des informations sur la durabilité. Donc, il y a 3 points. Les orientations stratégiques de l'entreprise, donc ça, c'est classique, entre guillemets, sur le rôle du CSE, mais aujourd'hui, ça inclut les objectifs et plans d'action en matière de durabilité. Donc, ça élargit encore plus, de manière formelle, la possibilité, la légitimité du CSE de se saisir de ces sujets-là dans les éléments qui sont présentés par l'employeur. La situation économique et financière, et on voit aujourd'hui les directions financières qui manipulent des données financières, mais de plus en plus extra-financières, et qui sont au cœur du modèle de l'entreprise. Donc c'est vraiment ces sujets-là, donc avec l'obligation pour les entreprises concernées d'avoir un rapport de durabilité, que ce rapport soit audité. Donc voilà, il y a vraiment, en termes d'information, ça ouvre, on l'a dit aussi hein, avec la base de données BDES, voilà, avec le E qui est arrivé à la fin, ça enrichit toute cette base de données pour les membres du CSE dans leur analyse. Et puis évidemment, le côté social et sociétal, hein, qui fait partie des prérogatives du CSE, donc sur les conditions de travail et l'emploi, en lien avec la durabilité, puisque le changement climatique impacte aussi les carrières, les métiers, les conditions de travail. Donc voilà, il y a des liens qui sont vraiment très forts. Avec ton expérience Oui. et peut-être le retour que tu as par rapport à toutes les missions que tu as faites, comment ça a été accueilli d'un point de vue salarié et CSE, ces prérogatives CSRD, et comment ça a été accueilli côté direction? Est-ce que unilatéralement, en fait, il y a un consensus qui se dit que non, ça fait partie d'un projet très vaste, de nécessité citoyenne, et donc on y va à fond, ou est-ce qu'il y a peut-être eu des réticences?
Je pense que c'est hyper variable. Ça va être dépendant de la culture du dialogue social dans l'entreprise et donc aussi de son secteur d'activité. Voilà, moi, les expériences que j'ai, c'est des entreprises dans le service où effectivement, il y a des syndicats, il y a des CSE, mais pour le coup, le réflexe n'était pas forcément d'impliquer ces acteurs-là dans des orientations stratégiques en termes de consultation, au-delà de l'obligation, en fait, en se disant on va co-construire quelque chose, on va s'informer. Donc finalement, ça va être un point à l'ordre du jour en plus, mais sans peut-être prétexte à l'ouverture d'une culture du dialogue social. Et puis il y a d'autres structures, notamment dans l'environnement paritaire, où là on est sur une culture du dialogue social beaucoup plus forte, avec un souhait aussi de la part des membres du CSE de s'impliquer plus, Mmh. de s'impliquer, pas juste donner son avis pour donner son avis, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut collectivement permettre de s'améliorer Ouais. sur ces sujets-là. Donc ça vient finalement, cette obligation-là, elle vient formaliser des pratiques d'entreprises qui avaient déjà ce dialogue-là, mais vient aussi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais réhabiliter le CSE en tant que partie prenante sur ces Ouais. sujets. OK, ça marche. Voilà. Alors, on peut passer à la Mmh. suite et Ouais. effectivement, on a des obligations désormais qui s'élargissent. Pour autant, même s'il n'y a pas ces obligations, moi je porte la conviction que le CSE et ses membres, il y a un intérêt à les consulter, à les informer, à les impliquer dans les dispositifs de RSE. Ça fait partie, quand on a un responsable ou une responsable RSE, des parties prenantes qu'elle doit avoir dans sa cartographie. Quand on est un dirigeant ou une dirigeante, également de se dire que voilà, il faut ritualiser ces sujets-là. Au-delà de ce dont peuvent se saisir les membres directement. Donc évidemment, ça fait lien avec ta question juste avant, renforcer le dialogue Mmh. social sur ces sujets-là, contribuer à la transition écologique, qui est en double d'ailleurs. Ah non, moi vous l'avez pas en double, j'ai cru qu'il y avait une coquille. Contribuer à la transition écologique parce que c'est un sujet qui est très vaste. On le voit bien, les enjeux sont très importants. Moi, je parlais de ma conviction du levier de l'entreprise pour agir là-dessus, mais c'est effectivement tous ensemble que les métiers peuvent évoluer, que les impacts peuvent être mesurés, que les plans d'action peuvent être portés. Et puis de pouvoir aligner la stratégie de durabilité avec les attentes des parties prenantes. Et là aussi, le rôle important de courroie finalement de transmission des représentants du personnel, du CSE, sur la sensibilité des collaborateurs, la priorisation des sujets, et l'envie de s'impliquer et d'y aller. Ensuite, je vais vous présenter, pour attester un petit peu tout ça, des constats qui sont assez différents. Alors les données, évidemment, elles datent d'avant l'obligation du 1er janvier 2025. On n'a pas encore de recul là-dessus. Donc elles datent plutôt, elles font plutôt un bilan de la loi climat et résilience. Mais c'est intéressant de voir que donc dans cette étude de réalité du dialogue social, notamment sur la transition écologique spécifiquement, voilà, les chiffres sont assez contrastés. Donc cette première slide, elle vous montre qu'effectivement, seuls 14% des CSE se voient présenter régulièrement la portée environnementale des activités de l'entreprise ou sont consultés sur ce sujet-là. Donc c'est une part qui est très faible, évidemment, qui est corroborée par les autres barres de l'histogramme. Donc aujourd'hui, on va dire, il y a moins d'un an, c'était un sujet qui était pas vraiment systématiquement amené, restant sur les prérogatives plutôt code du travail, protection sociale, santé, sécurité, QVCT, l'expression des collaborateurs, voilà, c'était vraiment négociation salariale, les accords, voilà, plutôt ces prérogatives-là. Pour autant, ça c'est la slide suivante, quand on parle, effectivement, ils ne sont pas forcément très consultés, mais quand la question est posée, donc c'est à plus de 140 entreprises que le sondage a été posé, alors plutôt des ETI et des grandes, mais avec voilà, aussi bien des dirigeants que des représentants du personnel. L'organe de représentation avez-vous vu s'ouvrir aux enjeux environnementaux? C'est le CSE qui apparaît en premier. Donc voilà, il y a à la fois, c'est pas systématique comme sujet, et en même temps, c'est un organe qui est perçu comme se saisissant de ces sujets-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bouge dans les attentes et peut-être pas encore dans la réalité. Donc c'est ce qu'on va essayer de creuser en termes d'outils ou d'exemples. Et c'est corroboré par le chiffre suivant. Effectivement, toujours dans la même étude, 75% des répondants considèrent que le dialogue social apparaît comme un levier clé de la transition écologique. Donc on voit bien que
ces faisceaux d'indices, finalement, vont conforter la légitimité pour vous, membres du CSE, de vous saisir de ces sujets-là, au-delà de ce que peut partager directement l'employeur. Dernier chiffre, alors là, on change un peu d'étude. C'est une étude qui est portée par le MEDEF, donc dans leur baromètre national sur la RSE et l'égalité des chances. Et je trouvais ça intéressant de s'appuyer sur ce chiffre-là. Vous voyez, donc est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre les actions souhaitées et mises en place dans ces sujets-là et ce qui ressort sur la partie vraiment opérationnelle, c'est intéressant, c'est que les actions mises en place, la perception, alors là c'est global sur les collaborateurs, mais il y a une perception des collaborateurs que ça diminue finalement, les actions qui sont réellement mises en place en termes de RSE, et pourtant c'est souhaité d'avoir un plan d'action et des objectifs de progression. Et là, on rentre bien dans les prérogatives du CSE de suivi, de questionnement, d'analyse, voilà, et de co-construction aussi. L'idée, c'est pas effectivement de positionner le CSE juste comme une espèce de vigie de ce qui est fait ou pas, mais se dire voilà comment on peut aussi abonder dans ce sens. Ça, c'est pour toute la partie cadre dans le cadre des prérogatives du CSE. Et c'est toujours intéressant sur ces sujets de RSE d'avoir les deux faces de la même pièce. Comme pour une entreprise qui peut être très vertueuse à l'extérieur, en fait à l'externe pour elle dans ses actions RSE, de se dire que dans son mode de production, elle est plus respectueuse des limites planétaires, qu'elle a un ancrage social fort, voilà. Mais il faut aussi qu'elle regarde en interne sur les sujets auprès de ses collaborateurs, de bien-être au travail, de rémunération juste, d'égalité femmes-hommes, ces sujets-là. C'est un peu pareil pour le CSE aussi, mais c'est un peu pareil pour quand on est citoyen ou individu. On a bien vu tous les sujets dont peuvent se saisir le CSE, mais il y a aussi le CSE en tant qu'instance et finalement sa propre responsabilité sur les sujets RSE. Et la cohérence et la congruence sont clés sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement vers l'externe, il faut aussi s'appliquer soi-même l'exemplarité. Alors, ça ne veut pas dire la perfection, mais ça veut dire au moins les petits pas, au moins se questionner, au moins mesurer, savoir d'où on part. Et donc ça, c'est une donnée très intéressante de représente.org que vous pouvez retrouver sur leur site. Donc, il y a la source et c'est vraiment pris de leur contenu. C'est ce que pèsent les prestations sur le climat. C'est-à-dire que c'est intéressant de se poser la question parce que, notamment à travers les actions sociales et culturelles, à travers le tourisme, les services ou alors toute la politique de cadeaux qui peut être faite, au-delà du budget que ça représente, qui est énorme, c'est aussi un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comment s'appliquer soi-même ces plans d'action, ces plans de transition en tant que CSE. Voilà, ça c'était pour ouvrir ce débat et on va le voir dans un cas concret tout à l'heure. La slide d'après, ça me semblait intéressant justement de passer aussi en se disant que le CSE est représentatif des salariés, mais finalement, plus on est nombreux, plus on peut agir. Donc, il y a effectivement les plans de transition de l'entreprise, il y a le rôle du CSE dans le sujet en tant que levier sur les transitions, et puis il y a aussi les collaborateurs qui peuvent être un peu partout. Ils peuvent être aussi bien dans la direction que membres du CSE, que pas membres du CSE, pas représentants syndicaux ou autres, mais qui ont envie de pouvoir s'impliquer et à travers des collectifs, alors formels ou informels. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il peut y avoir des synergies et des complémentarités sur ces sujets de transition RSE dans l'entreprise. Et donc voilà, ce chiffre, alors qui n'est pas majoritaire, mais qui montre une tendance de se dire qu'on peut aussi s'organiser en termes de collectif et peut-être que on va avoir des relais dans le CSE, on va avoir des relais à la direction RSE, on va avoir des relais à la direction ou dans d'autres métiers. Et tu disais que plus on était nombreux, enfin plus il était facile d'agir. Il n'y a pas plutôt, enfin même si c'est très, très tentant d'imaginer ça, mais c'est pas plutôt de se dire que plus on est nombreux, plus c'est difficile de faire bouger les choses. C'est pas plus facile d'aller engager des mouvements correctifs, d'aller engager des nouvelles actions quand on est une petite structure? Ou c'est quelque chose que tu rencontres pas forcément Alors pour moi, le fait d'être petit ou grand, ça n'empêche pas qu'il faut s'embarquer tous déjà. Oui. Donc c'est-à-dire que même si on est petit, bien sûr, le poids de la direction, le poids d'un actionnaire qui va dire on met les moyens pour transformer notre modèle économique, notre outil de production
ça va avoir un impact très fort. Mmh. Et donc peut-être des résultats visibles, mais en fait, c'est des sujets qui sont tellement diffus dans les pratiques professionnelles, en fonction des secteurs bien sûr, que c'est peut-être plus compliqué à animer si plus on est de collectifs ou d'instances. C'est Mmh. pour ça que notamment, alors là je vais prêcher pour la paroisse des responsables RSE, une des fonctions et dans le périmètre de leur feuille de route, c'est d'être en capacité d'animer ces différents collectifs pour que ça aille dans le même sens et pour que ce soit contributif. Mais voilà, je suis vraiment convaincue que au regard de l'ampleur des enjeux, c'est vraiment à plusieurs personnes, mais aussi à plusieurs instances qu'on peut y arriver. Après, la question, et on l'abordera tout à l'heure dans les points clés, c'est comment amener tous ces acteurs-là autour d'un même cap ou d'une même stratégie. Voilà, Mmh. pour pas que ça soit incohérent ou incompréhensible ou illisible. OK, ça marche. Donc, dans ce sens des collectifs, quelques exemples qui sont sur différents points. Donc, les collectifs, qui est justement, alors c'est difficile de parler d'eux sans utiliser 12 fois le mot collectif, mais qui est un collectif, mais qui est une association qui a été fondée en 2021 et ça, leur but, c'est de rassembler des groupes de salariés dans les entreprises qui ont envie de contribuer et d'influencer, vous le voyez, sur les enjeux de dérèglement climatique, les pratiques RSE de l'entreprise, à la fois pour les enrichir de propositions et à la fois pour permettre de les déployer. Donc voilà, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas opposé au rôle du CSE, au rôle des syndicats. Donc autre point, par exemple, sur la gouvernance responsable, une proposition très concrète de CFE-CGC, c'est d'intégrer des représentants CSE dans les comités RSE des conseils d'administration. Il y a effectivement des conseils d'administration avec des représentants du personnel et il y a aussi des commissions qui peuvent être des comités ou des commissions, obligatoires ou non en fonction des statuts ou des branches dans lesquelles on est, et de se dire qu'on intègre, voilà, donc en fait on va faire des passerelles tout le temps. L'idée c'est pas d'être plusieurs et silotés pour répondre aussi à ta question, c'est vraiment comment on fait différentes pièces d'un même puzzle pour assurer d'agir. Et puis des initiatives comme par exemple au sein de SAP, où là, des membres du CSE ont à la fois mis en place le bilan carbone du CSE en se disant en fait on est une entité à part entière, nous aussi on a ce poids-là, donc comment on l'objective, comment on le suit, comment on va avoir nos propres plans de transition, parce qu'on peut être intégré aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais on pourrait être intégré dans les émissions indirectes de l'entreprise et on a vu globalement ça peut peser quand même assez lourd. Et puis pourquoi pas, c'était le cas aussi chez SAP, de créer au sein du CSE une commission RSE ou un comité RSE ou alors, si c'est pas assez nombreux, un référent RSE. C'est-à-dire que cette fonction-là, elle devient aussi dédiée pour être pilotée plus facilement au sein du CSE. C'est vrai on en parlait hier, sur des sessions d'entraînement et de réglage qu'on avait fait tous les 2. Mmh, Très peu de CSE aujourd'hui intègrent, leur bilan carbone, de leurs activités propres, souvent mmh. d'activités sociales et culturelles, parce qu'en fait, ça viendrait effectivement, en soi pénaliser le bilan carbone d'une entreprise, et c'est dommage de ne pas prendre dans sa globalité tout ce qui gravite autour de l'entreprise, puisque, même si c'est un organe à part entière et donc distinct de l'activité même de l'entreprise, en soi, le bilan carbone, il s'applique à tout le monde. Donc, Oui, c'est vrai que oui, c'est un des enjeux. Il faudrait, je pense, un peu plus de transparence aussi des CSE eux-mêmes, en plus de la transparence de leurs entreprises. oui, qui est demandé, c'est voilà, les deux revers qui sont pour moi Mmh. gage de cohérence si on veut légitimement aussi, enfin ça renforce sa crédibilité et sa légitimité à interpeller l'entreprise quand on se pose ces questions-là. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire dans le scope 3, notamment du Ouais. bilan carbone de l'entreprise, de l'intégrer. Donc c'est un peu un angle mort pour Mmh. l'entreprise, même si le CSE, effectivement, utilise le budget qui lui est alloué de manière indépendante et libre. C'est intéressant de se poser ces questions-là. Mmh. Alors ça va être assez rapide sur la partie syndicat, mais ça me semblait quand même important, notamment dans les réglementations qui sont
en vigueur aujourd'hui sur le rôle des syndicats, donc qui peuvent faire partie effectivement de ces CSE avec des représentants et des élus syndicaux, sur les moyens que peuvent aussi mettre à disposition les syndicats qui se saisissent évidemment de ces sujets-là, de ces problématiques sociétales sur la RSE, avec la structuration de campagnes d'information, de sensibilisation pour leurs élus et leurs adhérents, des outils évidemment de partage. Juste après, il y a une slide avec quelques exemples un peu plus concrets, leur permettre de suivre, et puis aussi les enjeux de formation, puisqu'aujourd'hui, quand on devient membre du CSE, on a le droit à une formation sur les sujets économiques, mais cette formation, avec les prérogatives qui sont ouvertes à l'environnemental notamment, elle peut intégrer une formation sur ces sujets-là. Donc c'est intéressant de se dire que les syndicats, dans la mutualisation de leurs moyens, dans leur force aussi d'action, peut proposer ces accompagnements-là. Alors il y a 3 petits exemples. Oui, vas-y. Ouais, et donc je disais juste, n'hésitez pas, vous, en fait, qui participez à cette édition, si jamais il y a des actions concrètes qui sont mises en place au sein de votre entreprise, partagez-les en commentaire, parce que l'idée, ce serait qu'on puisse aussi ouvrir un petit peu le débat, puisque chaque entreprise a sa propre manière aussi d'interpréter ses prérogatives, de mettre en place des actions. Donc, si vous avez effectivement des choses qui sont mises en place ou qui seront mises en place dans un futur proche, partagez-les en commentaire, on se fera plaisir de pouvoir les présenter à l'écran. Merci. Effectivement, ça sera très riche, et puis je suis en train de me dire pourquoi pas, en fonction de si on peut récupérer ces éléments-là, faire un petit panorama sur la page du site qui aura le replay et le support. Comme ça ouvrira aussi les exemples, parce que c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont partagés parfois dans des rapports RSE, mais c'est assez compliqué, si on les a pas expérimentés en direct, de trouver vraiment l'illustration. Elle est peu communiquée, donc voilà, n'hésitez pas à les valoriser ici. Donc là, quelques exemples de ce qui peut être porté par des branches de certains syndicats. Donc on peut avoir des sujets, on parlait de sensibilisation, d'information, donc des colloques qui sont vraiment sur la responsabilité sociale des organisations, les rappels des objectifs du développement durable qui peuvent devenir aussi des guides sur les plans d'action même des syndicats, et du coup des actions qui sont portées par leurs représentants et les élus. Voilà, des boîtes à idées aussi qui sont proposées dans les entreprises et portées par certains syndicats qui du coup prennent ce rôle de relais finalement pour venir enrichir soit les discussions en CSE, soit les discussions dans d'autres instances. Et puis des syndicats pour le coup thématiques comme le printemps écologique, où là le sujet c'est vraiment d'accompagner le dialogue social sur ce sujet-là, et vous pouvez vous connecter sur le site, vous pouvez prendre des renseignements, et il y a une boîte à outils des CSE qui est complètement à disposition. Donc c'est vraiment très riche. Là pour le coup en termes d'outils pratiques, je ne sais pas s'il y a des personnes du printemps écologique ou adhérents ou sympathisants dans l'audience, mais voilà, enfin je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'outils dédiés qui sont là pour à la fois engager le CSE, mais aussi les collaborateurs, la mobilisation et renforcer le dialogue social sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir la création de ce syndicat, de cet éco-syndicat. Ça dit bien l'importance du sujet dans le dialogue social. Qui a été créé très récemment ou qui a une antériorité? 2020. Ok. Ouais, donc c'est récent. On avait une question, peut-être qu'on y viendra après. Je ne sais plus si tu présentes des exemples très concrets, mais preneuse d'exemples d'initiatives dans des petites structures de moins de 50. Donc j'imagine par rapport, je ne sais plus si c'est CSRD ou si c'est RSE, peut-être préciser, mais si tu as quelques exemples. Oui, on pourra peut-être y revenir après, peut-être ça rebondira, s'il n'y a pas d'éléments qui sont trouvés en termes de réponse, mais je l'ai noté. Je l'ai bien noté, effectivement. C'est bon, j'étais en train de revoir un petit peu sur le plan, mais j'ai noté la question, merci beaucoup. Ça marche. Mais effectivement, c'est parfois, alors peut-être avant de repasser sur, on va aller sur société à mission, puis après on viendra sur la taille d'entreprise qui peut parfois, on peut se dire, en fait, nous on est trop petits, donc qu'est-ce qu'on peut faire, et en fait, on peut tous faire quelque chose, évidemment. Alors, oui, je voulais faire un focus sur la société à mission et le CSE pour finalement illustrer différents sujets. C'est la place du CSE dans une gouvernance
on va dire, engagée. On va y revenir pourquoi elle est engagée. Et puis ensuite, la nécessité de la cohérence pour des entreprises qui vont aller vers des dispositifs d'engagement très, on va dire, haut niveau ou exemplaires. Donc, un rappel quand même de la société à mission, c'est pour ça que j'ai mis une fusée, c'est à 3 étages pour l'entreprise. Ça a été donc cette qualité, elle a été introduite par la loi Pacte en 2019. Donc, on commence à avoir un peu de recul, mais c'est encore quelque chose de récent. C'est volontaire, donc il n'y a rien qui oblige une entreprise à s'engager dans ce chemin-là. Et c'est possible pour tous les statuts d'entreprise. C'est-à-dire, on ne se dit pas je change mon statut d'entreprise, c'est je viens ajouter cette dimension à l'entreprise. Donc la loi Pacte, c'est pour ça qu'il y a 3 étages. Elle a introduit au départ l'intérêt social élargi, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise, elle est définie comme ayant une activité économique, évidemment, mais concourant et prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux de son activité. C'est-à-dire que c'est dans la définition aujourd'hui de ce qu'est une entreprise dans la loi. Donc ça s'applique à tout le monde. Donc on voit bien comment ça décline à partir du moment où ça fait partie du rôle et de la responsabilité de l'entreprise, toute entreprise, ça décline dans ces instances, y compris le CSE. Le deuxième étage, c'est que, au-delà de cette ouverture à toutes les entreprises, une entreprise peut décider de définir sa raison d'être, c'est-à-dire ce à quoi elle veut contribuer à travers son activité. Donc des engagements sociaux ou environnementaux sur lesquels elle se dit mon activité me permet d'avoir des leviers sur ces enjeux-là. Et elle va l'inscrire dans ses statuts. Et le troisième étage, c'est celui qui est le plus engageant. Et on va voir qu'il introduit justement des notions de gouvernance responsable également, puisque en plus de cette raison d'être, l'entreprise met dans ses statuts les objectifs socio-environnementaux auxquels elle veut concourir. C'est-à-dire, ça reste plus quelque chose qui peut être vu comme peut-être un peu large, ça devient précis et on voit bien qu'on va pouvoir petit à petit coller à ça un plan d'action, des objectifs, un suivi. Et donc, pour se dire société à mission, il faut avoir changé ses statuts avec raison d'être et objectifs socio-environnementaux et mettre en place une gouvernance spécifique qui s'appelle le comité de mission. Donc, on peut se dire que ça multiplie les comités, mais on va voir comment là aussi, il faut idéalement créer des passerelles. Ce comité de mission, c'est comme un comité de parties prenantes, c'est-à-dire qu'il va intégrer dans sa mission de suivi de l'exécution de la mission des partenaires, des structures ou des personnes ou des personnalités externes qui vont pouvoir le challenger sur les engagements qu'il prend, mais aussi, et ça c'est la loi qui le dit, au moins un collaborateur de l'entreprise ou une collaboratrice de l'entreprise. Donc ça c'est très intéressant parce que ça remet bien justement sur ces deux facettes de la même pièce le côté ok externalité voilà, mais aussi à l'interne comment ça vit ce sujet-là et comment on est vraiment intégré sur les attentes en interne. Sur le statut, ensuite, je l'ai noté là, il y a une évaluation qui est obligatoire par un organisme tiers indépendant, donc qui vient objectiver l'entreprise, qui ne peut pas être juste déclarative de elle va sur tel ou tel sujet. Donc, si on revient sur la partie comité de mission, donc on voit que ça devient un organe de gouvernance distinct et obligatoire avec au moins un collaborateur, mais évidemment, il peut y en avoir plus, il n'y a pas de limite maximale. Et il n'est pas obligé que ce salarié soit un représentant des salariés, un membre du CSE ou autre, mais certaines entreprises, par exemple comme la Maïf, qui est une entreprise très engagée et qui a intégré cette qualité dans son statut très rapidement après la loi Pacte, il y a parmi les salariés au comité de mission des salariés qui ont cette double casquette d'être aussi représentants du personnel pour pouvoir finalement avoir toujours pareil, alimenter cette courroie de transmission, à la fois de repérage des besoins et en même temps de diffusion et de dialogue. On est vraiment là-dessus. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est, j'imagine, quand même fortement recommandé de par la proximité que peuvent avoir les élus du CSE dans le dialogue social avec la représentativité des salariés. Donc, pas Exactement, c'est d'obligation, une bonne mais pratique. Finalement, ça peut être ouais. une bonne pratique. Là aussi, ça va dépendre de la taille. En fait, devenir société à mission, ça peut s'appliquer à une entreprise de 5 personnes comme à une entreprise de 50 000 personnes. Donc, la taille du comité de mission ne sera pas la même non plus avec la différence de profil interne qui peut la composer. Mais effectivement, on va pouvoir voir ça.
Donc là, finalement, on en a déjà parlé juste avant, hein, ce lien essentiel dont tu parlais, Aymeric, la représentation, le lien avec le terrain. Donc ça vaut pour le salarié, mais du coup, c'est vrai qu'on peut se dire que le représentant du personnel, il a déjà un peu cette habitude justement de vision un peu 360 des activités, des métiers, des problématiques. Voilà, associer le CSE, c'est enrichir encore plus la gouvernance à mission, finalement. Ça renforce l'ancrage et la crédibilité, dans le sens pas forcément des sujets pris en main, mais la crédibilité opérationnelle des engagements qui sont pris. Si on passe à la suivante, pour continuer à tirer le fil et à répondre aussi à ton questionnement, l'idée, c'est qu'on peut l'intégrer dans le comité de mission, mais si jamais on ne l'intègre pas directement, on peut quand même intégrer le CSE dans ses réflexions et ses sujets pour assurer cette représentation. Donc, siéger au comité de mission, on l'a vu, hein, en termes de participation directe, mais on peut aussi imaginer, et ça, pour le coup, moi, je l'ai mis en place et je l'ai vécu, d'instaurer des rendez-vous réguliers pour informer, mais aussi rendre compte. Alors, annuellement, une entreprise à mission doit émettre un rapport de mission. Donc, ce rapport-là, on peut imaginer que au moins une fois par an, il est présenté spécifiquement au CSE. Il peut être discuté, voilà. On en a parlé tout à l'heure et finalement ça va au-delà d'une entreprise à mission, c'est désigner un élu formé aux enjeux RSE dans le CSE. Donc on va avoir ce sujet-là. Et puis si effectivement c'est encore deux instances qui sont très distinctes, le comité de mission et le CSE, on peut imaginer quand même des croisements ou des synergies, pourquoi pas sur des temps de formation ou d'échange, sachant que le comité de mission, donc toutes ces parties prenantes, y compris externes, peut demander à l'entreprise tout document ou toute intervention de n'importe quelle fonction ou membre de l'entreprise, donc également le CSE, dans son action de contrôle et de suivi plutôt de l'exécution de la mission, pour aller investiguer des sujets qualité de vie au travail, bien-être des collaborateurs, égalité femmes-hommes, rémunération, mais aussi enjeux écologiques pour essayer de voir si, pourquoi pas, est-ce que le CSE est suffisamment sensibilisé. Il peut demander à consulter le CSE directement et à avoir ce lien très en proximité. Il existe, j'imagine aussi peut-être des audits pour certifier que la bonne marche en avant de l'entreprise sur ces enjeux RSE ou pas encore? Alors oui, alors au-delà de la société à mission, effectivement, il y a plusieurs types de labellisation ou Ouais. d'audit. En fait, il y a ce qui va être volontaire et ce qui va être obligatoire. On l'a vu, hein, tout ce qui était réglementation européenne, il y a des audits qui sont obligatoires. Donc là, sur les plans de transition, sur les plans d'action, sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Après, l'entreprise peut aussi choisir de vouloir se labelliser de manière globale sur la RSE ou thématique, numérique responsable, diversité, inclusion, enfin voilà, des sujets qui peuvent être plus spécifiques à son activité. Et là aussi, on est sur généralement les différents piliers et surtout parties prenantes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être très regardé dans la mise en place et la labellisation ou l'audit de problématiques RSE, c'est l'implication des parties prenantes. C'est pour ça que le CSE a vraiment sa place dans ce dispositif. Et puis société à mission, effectivement, je le disais, c'est un des critères, c'est qu'une fois qu'on prend cette qualité et qu'on s'engage sur ce chemin, il y a un audit, des audits réguliers plutôt, pour voilà, voir comment avancent les indicateurs, les actions. L'idée, c'est pas juste d'être dans la contrainte et dans le contrôle, hein, c'est vraiment de s'assurer que on a pu passer de l'intention à l'action sur ce qui est déclaré par une entreprise. Ok. Et les rapports d'audit font partie des documents qui aujourd'hui peuvent être demandés par le CSE, typiquement. Ok. Ils sont publics, mais voilà, ça peut être un sujet de voilà, nous on voudrait voir le rapport d'audit, le rapport de durabilité, on le voyait au tout début dans le cadre. C'est vrai que j'avais une question par rapport à ça sur la mise à disposition des documents et la mise à disposition des informations qui seront peut-être éventuellement confidentielles. Qu'est-ce qui est confidentiel et qui doit rester en interne et qu'est-ce qui est du domaine public dans tous ces rapports RSE, la CSRD?
Ou peut-être que tu en as parlé au début, je sais plus, Non, mais non, j'en ai pas parlé. Les éléments de preuve, ça va être très. Alors, les éléments de preuve, généralement, ils sont communiqués aux auditeurs, mais ils sont pas d'accord. forcément communiqués à l'externe dans les rapports en tant que tels. Après, si le rapport est certifié, ça veut dire que l'auditeur a fait son travail et a eu accès à ces données-là. Ouais, Donc, en fait, bah, évidemment, tout ce qui va être lié enfin, tout ce qui va être données personnelles, ça va pas être publié. Pour ouais, autant, ça va être transmis à l'auditeur. Donc, le côté confidentiel, il est porté par l'auditeur, ouais. mais il n'y a pas comment dire, l'entreprise peut pas dire non, je vous le donne pas à l'auditeur parce que ça fait partie de son contrôle. Sinon, ça veut dire qu'il y a un défaut OK. d'éléments de preuve là-dessus. OK. Et idem que le bilan carbone, par exemple, d'une entreprise, elle a aujourd'hui aucune obligation légale de le mettre à disposition dans le Si, domaine public? si, Ah, tout à fait. Ouais, en fonction de si elle est obligée de faire un bilan carbone, puisque c'est là aussi, selon certains seuils, il y a des obligations, donc au-delà de 500 personnes notamment, ou alors si on bénéficie du plan de relance, ou alors si c'est demandé par son actionnaire. Enfin voilà, il y a des incitations aussi à réaliser OK. son bilan carbone, mais on peut le réaliser de manière complètement volontaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vu comme une bonne pratique, notamment sur des structures qui ont des engagements. C'est déjà enfin, c'est un peu un petit test. C'est-à-dire, si vous vous engagez, vous dites que vous engagez, si vous n'avez pas fait de bilan carbone, bah, vous partez avec 0 mesure. Donc, comment voulez-vous Mmh. construire un plan d'action derrière? Et donc, les entreprises qui sont obligées de faire leur bilan carbone, elles sont ensuite, elles, elles le mettent publiquement sur un site dédié de l'ADEME, justement pour la D'accord. transparence des éléments sur les différents scopes avec les données consolidées, hein, pas les tableaux Excel avec tout. Voilà. OK, ça marche. Oui, alors ce petit arbre pour montrer trois cas finalement d'exemples d'interaction entre un CSE et une entreprise, un employeur qui est société à mission. Je parle de société à mission parce que c'est vraiment bon, vous voyez le troisième étage de la fusée d'une entreprise qui est impliquée sur sa contribution aux transitions RSE. Hein. Mais on n'est pas, enfin, on peut l'appliquer aussi à une entreprise qui n'est pas société à mission et qui serait très engagée, bien sûr. Donc la première branche, si on voit celle qui descend, donc dans une ETI qui est société à mission et qui a une culture du dialogue social existante, le CSE a dans ses prérogatives d'être consulté, d'être informé et de pouvoir émettre un avis en cas de changement stratégique et de ses statuts. Donc quand elle devient ou quand elle veut devenir société à mission, évidemment, il y a une information et une consultation, ça passe par le CSE parce qu'on va changer les statuts de l'entreprise. Donc c'est vraiment très impactant et ça fait partie des sujets structurants sur lesquels les CSE peuvent s'exprimer. Donc ça, c'est sur la partie vraiment ADN statutaire. La deuxième branche, c'est de se dire une entreprise qui a, voilà, une ETI qui a pris cet engagement-là, qui a donc modifié ses statuts, première étape. Aujourd'hui, elle veut avoir une stratégie qui va finalement être la déclinaison opérationnelle de ses engagements. Donc je l'ai anonymisé, mais c'est un exemple vrai. Hein. Et qui, dans la culture du dialogue social, souhaite aussi co-construire cette stratégie. C'est-à-dire que les collaborateurs soient partie prenante pour que finalement cette déclinaison elle soit la plus cohérente avec ce qu'ils peuvent faire au périmètre de leur métier. Et donc évidemment, l'idée c'est d'impliquer le CSE dans ce dispositif de co-construction à travers, là de manière volontaire, hein, s'il n'y a pas d'obligation, mais c'est cohérent. Des ateliers d'intelligence collective, par exemple, qui sont pilotés par la RSE, par la responsable ou la direction RSE, et qui sont dédiés au CSE, qui permettent effectivement d'impliquer complètement cette instance-là dans la construction de la stratégie de l'entreprise. Ce qui permet derrière d'avoir un dialogue social beaucoup plus serein. Ça n'empêche pas d'avoir des discussions, hein, mais serein, puisque du coup, on sait tous Mmh. de quoi on parle et on a tous été à un moment partie prenante de ce dispositif. Et puis, il y a OK. aussi la question de la sensibilisation. C'est-à-dire pour donner pour un dialogue constructif, c'est donner les outils pour le faire. Donc, c'est former, c'est sensibiliser. Donc, cette OTI, elle a sensibilisé, elle a fait des fresques, elle a proposé des formations, donc des fresques du climat, des formations diversité et inclusion, des sensibilisations sur les situations de handicap au travail. Voilà, tout un peu le panel des thématiques. Et comment ça peut être intégré dans les actions du CSE. Et là, mais je crois que je te donnais l'exemple quand on préparait également, il peut y avoir des choses vertueuses. Par exemple, l'entreprise dont je parle qui
dans sa politique cadeau, à bien intégrer les engagements de l'entreprise et à souhaiter elle-même être un CSE exemplaire dans ce cadre-là. Et donc, c'est dit, en fait, on peut plus avoir la même politique cadeau ou goodies ou de choses comme ça pour le personnel. Il faut qu'on soit cohérent, donc avec des chèques cadeaux qui promeuvent plutôt les mêmes valeurs, ou alors avec des cadeaux qui sont utiles et pas forcément anecdotiques et qui sont made in France. Enfin voilà, avec toute cette réflexion-là. Et donc, ils ont proposé pour la première fois une box avec une vraie cohérence de l'entreprise. Ouais, sur de l'économie sociale et solidaire. Oui, sociale et solidaire, locale, enfin voilà, une vraie réflexion Ouais. de est-ce que finalement ce qu'on va offrir, les collaborateurs, ils en ont besoin, pas besoin, c'est utile ou pas, même si ça fait toujours plaisir. Voilà, quand c'est tous les ans qu'on reçoit, je sais pas, enfin là j'ai pas d'exemple du coup de, de goodies de non responsables, mais c'est intéressant de se dire que finalement pour la première fois, ils ont pu avoir des choses qui leur servent dans leur quotidien, soit personnel, soit professionnel, qui sont réutilisables, qui sont locales, voilà. Et du coup, Ouais, en tant que ça peut aussi valoir pour des jeux concours avec des lots sur des croisières très polluantes, des billets d'avion à l'autre bout du monde, des voyages et des séminaires d'entreprise qui sont complètement lointaines et éloignées du lieu géographique de l'entreprise. Ça peut être ça, la prise en considération de certaines actions. Exactement. Et c'était le point justement d'après sur la mise en cohérence Ah aussi mince. des actions, non mais sociales et culturelles, mais c'est exactement ça. Et c'est en fait, il faut aussi se placer dans tout ce dispositif à la place du collaborateur ou de la collaboratrice qui est dans une entreprise où on lui dit la stratégie c'est ça, on veut être faire le moins d'impact environnemental, être le plus socialement responsable. Qui est aussi bénéficiaire des actions du CSE, peut-être impliqué, peut-être pas. Hein, c'est quand même aussi la majorité des collaborateurs dans les entreprises avec un certain nombre de salariés, et qui d'un seul coup, des fois, reçoit des trucs complètement incohérents. Et tu en parlais là, et du coup, dans l'entreprise dont je parlais là, et il y a eu un moment cette dissonance très forte de l'entreprise qui est société à mission, ok, on comprend, on a envie de s'impliquer en tant que collaborateur. La box qui est pour la première fois une box responsable, donc ok, super cohérent. Et un fameux mail qui a proposé des voyages à l'autre bout du monde pour 5 jours, qui n'avaient aucun rapport ni avec le cœur de métier de l'entreprise, ni avec la culture la culture de l'entreprise et des collaborateurs. Et donc là, typiquement, alors on entend beaucoup ce mot-là en ce moment, c'est un vrai backlash sur les engagements de l'entreprise, parce qu'en tant que collaborateur, je me dis pas, c'est hyper différent, l'entreprise, le CSE, chacun est indépendant dans les actions qu'il mène. Non, je me dis, je suis collaborateur, dans le cadre de mon travail, je reçois des informations contradictoires, donc en fait, ça décrédibilise aussi. Il y a vraiment cet enjeu-là dans l'implication du CSE dans les deux sens, c'est comment on va s'assurer aussi de répondre aux attentes des collaborateurs sur ce sujet-là, de les fidéliser, de leur donner des gages de confiance, des garanties. Donc voilà, c'était un exemple. Reprendre ma respiration dans les 5 minutes qui restent, je vous propose du coup, hop, de reprendre votre téléphone si vous êtes encore là. Alors moi, j'ai aucune visibilité de si vous êtes encore là ou pas, mais je continue. Oui. Oui, il y a toujours du monde, on est toujours entre 35 et 40 personnes en live, il n'y a pas de souci. Très Il bien. y a d'ailleurs, pendant que les gens sont en train de scanner, j'ai vu que du coup plusieurs personnes avaient posé des questions. C'était le cas d'Astrid. On a également eu des questions d'Arthur, un partage d'expérience d'Aurélien, de Dolores, encore Astrid. Comment tu veux faire? On les traite après, ces questions-là, Ouais, Sarah? là, il reste Ok. 3 minutes et puis après, on peut les traiter. Ok, donc vous avez te va normalement affiché à l'écran du coup une nouvelle manière de participer avec nous. Et cette fois-ci, c'est plutôt sur les choix. On vous demande pas de partager votre opinion, mais plutôt Oui. de se positionner sur des réponses qui seront déjà affichées à l'écran. Et normalement, si je l'affiche ici, on devrait être bon. Ouais, Selon alors vous, en donc, fait, ouais. ouais, vas-y. Vas-y. Non, non, mais je t'en prie. Ah non, j'allais lire le titre comme un enseignant l'aurait fait. Donc, vas-y, tu peux prendre la Mais suite. on peut le faire parce que c'est bien de reposer le sujet et je vois que c'est à 0, donc soit vous avez des difficultés pour
accéder au lien, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Ouais, c'est Et bon. donc, selon vous, quelle thématique RSE serait prioritaire dans le dialogue social? Puisqu'on a vu que ça pouvait être très large. Donc, c'est intéressant de voir votre perception aussi si vous êtes membre des CSE ou représentant du personnel. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de porter finalement? On va voir, il y a peut-être des liens qui sont. Voilà, je vois effectivement conditions de travail, c'est très fort, hein, 86%. Enfin, vous êtes avec la sobriété énergétique. On voit bien que c'est lié aux prérogatives au départ du CSE là-dessus. Et puis, sobriété énergétique, ça peut être lié vraiment aux conditions de travail, pour le coup, Mm. l'égalité et diversité. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Ça bouge encore un petit peu ici. Mais bon, les grandes masses sont quand même assez claires sur sobriété Ouais. énergétique et conditions de travail. Donc c'est vraiment important et du coup, l'idée c'est bien d'avoir en tête ce champ qui est très large sur les transitions RSE. Hop, super, si on peut y revenir, comme ça on fait un petit résumé de tout en passant. J'y Heu, arrive. Hop. voilà, génial. Pour attester ça, effectivement, on revient à l'étude de réalité du dialogue social et on voit que ce que vous mentionnez est assez large. Et on voit de manière assez étonnante finalement que dans le dialogue social sur la transition écologique, prioritairement, c'est les sujets de travail, QVCT et prévention qui arrivent en premier. Donc on voit bien que social et écologique, c'est intrinsèquement lié. Ça, je pense que Mm. c'est important de se le dire parce que souvent on dit bah oui, mais on fait de l'environnemental, on parle pas des gens. En fait, si. Évidemment, le dérèglement climatique, c'est comment je travaille, c'est comment je produis, mais voilà, c'est vraiment systémique. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, on va avancer pour conclure bientôt avec quelques voilà, récapitulatifs sur le dialogue social, sur les enjeux RSE, le partage des responsabilités, donc avoir des objectifs RSE à tous les niveaux. Ça, on peut le mettre en place dans l'entreprise pour les équipes, on peut le mettre en place dans le dialogue managérial, on peut le mettre en place pour les différentes instances, avoir leurs propres objectifs RSE, on en parlait. Proposer, avoir finalement l'innovation sociale, elle va aussi se faire dans ce dialogue-là. Proposer des solutions, proposer des manières de faire un peu différentes, pourquoi pas des renoncements aussi qui soient issus du terrain. Évidemment, communiquer en transparence avec des échanges réguliers. On l'a vu sur ce dont je me saisis en tant que membre du CSE et ce qu'on m'apporte comme information de manière aussi proactive. Et l'engagement collectif qui fait le lien avec ce qu'on disait. Voilà, plus on est nombreux, plus on peut agir là-dessus. Euh, Sur ces 4 enjeux, est-ce qu'il y en a un qui n'est pas, pas forcément envie de dire à la traîne, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être un peu plus axé sur du développement pour aller plus vite, ou est-ce que c'est à part égale sur l'engagement de ces 4 enjeux? le plus compliqué à mettre en place parce qu'il nécessite du dialogue, parfois il va aller sur même des questions de négociation ou d'accord, c'est la question des objectifs. Parce Ouais. qu'en fait, quand on parle objectif, on n'est pas très loin de parler de management, mais aussi de rémunération. Voilà, comment ça devient quelque chose d'obligatoire ou pas. Enfin, on touche vraiment à l'organisation du travail quand on parle d'objectifs. Mm. Et c'est peut-être là où c'est plus difficile. Alors, pas difficile en termes de sujet, parce qu'il peut y avoir une adhésion, mais sur la modalité de le faire. Ok. Voilà. Là aussi, on s'approche de la synthèse. Donc, je redisais, impliquer le CSE dès la définition de la stratégie, en discutant, en faisant aussi voilà, émerger des idées, des propositions avec la consultation régulière. On l'a vu, c'est aujourd'hui dans la loi, mais pour autant, on peut aussi avoir envie de le faire plus régulièrement, suivre et permettre finalement une évaluation qualitative qui peut être aussi à travers la base de données spécifique, à travers le rapport de durabilité. Donc, il y a beaucoup d'outils aussi aujourd'hui qui sont donnés au CSE pour prendre ce rôle-là. Et alors, je ne sais plus si je termine là-dessus ou s'il y a un encore. On peut passer peut-être après celle-là. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ça, c'était en ouverture. C'était pour vous Ah oui. attester finalement de comment dire, de l'importance de ce sujet aujourd'hui. Donc, la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Donc, c'est une association d'intérêt général qui
qui décide d'organiser des parcours de prise de conscience et de transformation pour les dirigeants au départ et les responsables RSE, enfin voilà, les personnes qui sont à la main plutôt de la stratégie sur ces sujets-là, pour faire évoluer les modèles des entreprises. Et donc là, ils lancent à partir de juin, je ne sais plus si c'est tout juste fermé ou si c'est encore possible de s'inscrire, à ce parcours qui s'appelle Dialogue social et environnemental. Et bon, c'est écrit un peu petit, mais vous le retrouvez sur leur site. Le but, c'est vraiment de mettre la question de l'emploi et du travail, donc qualité de travail, conditions de travail, organisation, au cœur de la transition écologique. Donc là aussi, ça atteste bien ce qu'on se disait sur la perception que vous en avez dans le petit sondage auquel vous avez répondu, dans l'étude de réalité du dialogue social et dans le mouvement qui se met en place de ces différents acteurs. Et donc, c'est souvent des binômes qui vont s'inscrire à ce parcours-là. Direction, représentant des collaborateurs, puisque c'est comme ça voilà, que fonctionne le dialogue social aujourd'hui. Et j'en terminerai par mes convictions, entre guillemets, sur les clés de réussite pour faire du CSE un levier stratégique dans ces transitions. C'est la transparence dans les deux sens, c'est la pédagogie qui va valoir pour tous les acteurs, hein, pour l'employeur envers le CSE, pour le CSE envers voilà, ses propres membres, pour les syndicats auprès de ses élus, pour les collaborateurs également. Donc comment cet effort-là peut être porté et partagé. L'implication dans les différents process. Alors, j'ai pris un exemple un peu plus long et détaillé sur la société à mission, mais en fait, ça vaut aussi pour une entreprise qui s'engage sur ces sujets-là. Et puis, effectivement, le rendre compte régulièrement pour ajuster, pour compléter. Voilà, et je m'en arrêterai là en vous remerciant de votre attention. Et puis, évidemment, moi, je suis à votre disposition pour continuer la discussion, pour peut-être valoriser aussi, parce que Émeric en parlait dans le cadre du site de la journée du CSE, si vous avez des exemples qu'on peut partager. Moi aussi, mon but, et vous l'avez peut-être vu sur mon profil LinkedIn, c'est de mettre en avant notamment des PME ou des TPE qui ont des actions là-dessus. Qui se sont impliqués, ouais. Qui sont pas forcément des TPE ou des PME que j'accompagne. Enfin, je suis pas limitative. Mon but, c'est de faire plutôt un effet d'entraînement. Et plus on est d'acteurs à se saisir de ces sujets, mieux ce sera. Donc voilà, si je peux être aussi caisse de résonance de ces sujets, c'est avec plaisir. Eh ben, du coup, merci Sarah d'avoir pu prendre le temps. L'idée maintenant, c'est qu'on puisse se pencher sur les questions qui ont été posées. Il y avait des questions qui étaient assez intéressantes, notamment, je vais l'afficher à l'écran, tu pourras la voir, celle d'Arthur Marie. Quel est l'intérêt du point de vue de l'employeur de devenir société à mission? Au-delà d'un souci environnemental et social, y a-t-il des aspects incitatifs susceptibles de convaincre un employeur de s'engager dans une telle démarche? On n'a pas le dernier mot. Oui, c'est un vrai sujet. Merci pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui va se dire tiens, je vais aller sur ce chemin-là, parce que on modifie ses statuts, mais ça s'arrête pas là. Hein. Quand on les modifie, on se dit en fait, on est parti pour un paquet d'années avec un plan d'action, de transition et tout ça. Aujourd'hui, c'est souvent soit la conviction de dirigeants ou d'actionnaires, donc vraiment une conviction de l'entreprise est le meilleur levier et ça va me permettre la durabilité et la pérennité de mon modèle, parce qu'en fait, du coup, comme j'intègre au cœur de mon modèle les enjeux socio-environnementaux, je sais les prévenir, je sais peut-être agir dessus. Donc voilà, un aspect pérennité économique. Il y a un aspect aujourd'hui par rapport au marché de l'emploi et au monde du travail, marque employeur. Alors quand je dis marque employeur, je fais toujours attention à ce moment-là. L'idée n'est pas juste de dire on est société à mission, c'est notre marque employeur. Pour moi, c'est le plus gros engagement qui peut avoir un retour de bâton terrible. C'est-à-dire que quand on s'affiche sur ce type d'engagement très fort et qu'on ne le fait pas, c'est plus que l'effet inverse en termes et de marque employeur et de réputation. Ouais. Mais si on le fait est vraiment, sur du greenwashing qui Exactement. serait catastrophique Exactement. parce qu'aujourd'hui, on laisse plus passer ce genre de fausses actions. Oui, c'est ça. Et si on le dit dans son parcours de recrutement, si ça devient un argument, il faut que ça soit suivi d'actions concrètes. Mais les entreprises qui le font sincèrement, pour le coup, savent aussi que cet investissement peut leur permettre d'attirer d'autres collaborateurs qu'ils n'auraient pas eu sans cet engagement-là. Donc voilà, la fidélisation aussi est importante sur cet engagement. Mais malheureusement, pour l'instant, alors voilà, les acteurs qui portent ces sujets en termes de plaidoyer y travaillent, mais il n'y a pas de récompense ou d'incitation fiscale, par exemple, ou économique, ou de différence dans les marchés, parce qu'on est société à mission. Donc voilà, donc ce qui va se jouer après, ça va être une différenciation sur un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000
entreprises qui sont sociétés à mission. Et finalement, quand on a ces engagements-là, on a envie de travailler avec des gens qui nous ressemblent, qui vont aller dans le même sens. Et donc, ça va créer aussi des dynamiques collectives qui peuvent être commerciales, qui peuvent être en innovation sociale, qui peuvent être en mutualisation. Donc ça, c'est intéressant, mais il n'y a pas de rétribution directe à devenir société à mission. Et est-ce que tu penses qu'on devrait arriver à ce stade-là pour inciter encore plus les entreprises à modifier leur modèle? Je trouve que ce serait intéressant, effectivement, Ouais. de valoriser. Enfin, aujourd'hui, vu les enjeux qu'on a à relever, notamment sur le pilier environnemental, mais pas seulement, de se dire que des entreprises acceptent de faire moins de marge, acceptent de partager la valeur. Voilà, c'est vertueux dans le modèle économique. Oui, je trouve que ça serait intéressant qu'il y ait une différenciation qui s'opère quelque part. Voilà, peut-être Ok. des points de bonus dans les marchés ou enfin, je sais pas la forme, hein, mais Mais ça peut être intéressant effectivement de s'y pencher un peu plus. ouais. Ok. Je sais que voilà, il y a du plaidoyer sur ces sujets, bien évidemment, notamment par la communauté des entreprises à mission qui porte ce sujet, même au niveau européen. Voilà. Ça marche. Pour rebondir par rapport à la question d'Astrid qui demandait un petit peu des initiatives et des exemples d'initiatives dans des petites structures de moins de 50, il y a Aurélien qui nous avait partagé. Alors, il faudrait que je le lise en entier parce qu'il ne s'affichera pas complètement à l'écran. Mais au niveau de la mission locale de Charleville-Mézières, qui comprend 41 salariés, il a proposé, ça a été accepté, la mise à disposition d'un vélo électrique pour les déplacements courts en centre-ville et la mise en place d'un forfait mobilité durable, le FMD, côté Oui, numérique. Présentation des bonnes pratiques à l'équipe, gestion, mail, box récup matériel, électricité à l'accueil. Merci le Digital Cleanup Day. Donc, c'est super. effectivement Merci. une action qui est possible de mettre en place. Ouais. Oui, 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 tout à fait, et qui peut être porté par le CSE. Et on voit bien l'impact qui est direct sur les conditions de travail, hein, mais ça fait aussi partie. Voilà, alors le forfait mobilité durable, il est relayé. Ensuite, il est mis en place par les RH souvent, mais ça fait partie typiquement des exemples qu'on peut avoir. Ça peut être des sujets sur des plus petites structures. Au départ, on part de ça, hein, sur le tri, par exemple. Hmm. Parce qu'il y a des interpellations sur l'usage effectivement des devices numériques, sur aussi la partie mécénat ou fléchage aux associations. Il peut y avoir vraiment des propositions qui sont faites sur ces sujets-là, des événements solidaires. Pourquoi pas aussi de la part du CSE de se dire qu'il contribue auprès des achats, par exemple, parce que lui-même, il va organiser des événements pour les salariés ou des choses comme ça, et utiliser une base de prestataires responsables. Des traiteurs responsables, des traiteurs solidaires, enfin voilà, des choses comme ça Ouais. qui peuvent être partagées. Et du coup, Astrid avait d'ailleurs rebondi tout de suite à ce sujet par rapport au FMD, du coup, forfait Oui. mobilité durable. Et ce qui peut être pris en charge sur le budget du CSE. Euh, J'imagine que, je ne sais pas si tu auras forcément la réponse à cette alors, question. j'ai pas complètement la réponse là. Je sais pas si ça peut être abondé. En fait, non, enfin, il y a des dispositifs, par exemple, moi j'ai travaillé sur des dispositifs de mise en place de bien-être au travail, du coup, avec des abonnements sportifs, par exemple. Et Mhm. ben ça, il y a eu un cofinancement de l'employeur et du CSE. Parce qu'en fait, Ok. plutôt que d'avoir une subvention sport côté CSE qui aurait fait un flux financier, voilà, finalement, l'ambition des deux acteurs, c'était le bien-être des collaborateurs. Donc, en fait, ils se sont mis ensemble financièrement pour le faire, Ok. par exemple. Ok, ça marche. Sur les associations, pareil, j'ai travaillé aussi sur la mise en place de l'arrondi sur salaire. Donc ça, c'est plutôt une volonté. Enfin, ça peut être proposé par le CSE, mais c'est ensuite à la direction RH de le mettre en place, hein, parce que c'est des outils de paye. C'est de se dire que sur son salaire, les centimes, on peut les donner à une association. Et ben là aussi, Ouais. comment on implique? Et ben on a d'abord travaillé avec le CSE pour identifier justement par son expertise de proximité, d'action sociale et culturelle sur l'identification d'associations qui rentraient dans les thématiques de l'entreprise. Pareil, on a envie qu'il y ait de la cohérence et de la synergie. Et ensuite, on a fait voter cette présélection par les collaborateurs. Voilà, on est vraiment dans quelque chose Ok, de co-construit. ça marche. Merci pour les éléments de réponse. On va prendre une dernière question Oui, qui avait été posée par Dolores. Je travaille pour le groupe Veolia. Dans la branche du déchet, nous avons eu notre premier livret RSE de la région Sud-PACA en mars 2024, qui comprenait donc beaucoup de données. Elle aurait voulu savoir si elle pouvait le partager
J'imagine que ça doit être une donnée qui est communiquée directement par l'organe de décision de l'entreprise. Oui, alors le livret RSE, ça a l'air spécifique de la région Sud-PACA. Ouais, peut-être qu'il manque peut-être des éléments dans la Ouais. question. Non, non, mais là, pour moi, c'est un peu trop soit précis, sectoriel, soit Ouais, régional. Enfin, j'ai pas de réponse là. Puis ouais, le partager, justement, est-ce que c'est en interne, est-ce que c'est public? oui, Je sais pas. Après, peut-être Dolores, vous pouvez me contacter et on peut en oui. discuter plus précisément, avec un peu plus de détails. On pourra voilà, échanger plus en détail. Ça marche. Eh bien, 12h12, on a pu prendre, je pense, quand même une vision assez large de tout cet écosystème, du coup, transition RSE, rôle du Mmh. CSE, rôle de l'entreprise dans sa globalité. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont pu interagir avec nous. Si vous, d'ailleurs, vous voulez aller plus loin, que ce soit sur un projet spécifique, sur un accompagnement, il a été donc partagé à l'écran, hein, les coordonnées de Sarah pour que vous puissiez, du coup, peut-être aller plus loin à la fois sur vos engagements ou sur la prise en compte de ces enjeux-là. On parle vraiment quand même d'enjeux au niveau de la citoyenneté, hein, au niveau de la société. C'est pas forcément propre à l'entreprise, hein. On est vraiment aujourd'hui sur quelque chose qui est plus global, qui commence vraiment à prendre de l'importance, prendre du poids. Donc allez-y, en tout cas mobilisez-vous sur ces enjeux-là. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à faire. Les répercussions et les retombées seront peut-être pas forcément demain tout de suite, mais on est plus sur quand même des retombées à long terme, mais sur lesquelles vous pouvez vraiment profiter, hein, d'un point de vue activité de l'entreprise et image au niveau de la marque employeur. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Merci. J'ai pris du plaisir à pouvoir animer ensemble cette édition-là. Je te donnerai bien évidemment le mot de la fin, Sarah. Mais voilà, je voulais rebondir sur la journée du CSE, donc du coup Média Web. On essaye de vous donner la parole pour toutes celles et ceux qui ont une expertise à partager, une vision des choses qui peut faire avancer les entreprises, avancer les dirigeants et les élus. Vous souhaitez prendre les micros avec moi, comme ça a été le cas aujourd'hui avec Sarah, contactez directement moi, directement sur le site internet de la journée du CSE. Vous avez des formulaires de contact. Vous pouvez du coup discuter, on pourra échanger ensemble. Et puis, vous avez accès, bien évidemment, à tous les replays. C'était la 19e édition aujourd'hui. Tous les replays sont disponibles sur le site. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos précédentes interventions, tous les articles de blog, les guides pratiques. Et vous avez également la mise à disposition d'un formulaire d'appel d'offres qui vous permet, si vous le souhaitez, d'être mis en relation avec des acteurs du CSE pour répondre à vos besoins. Je te redonne la parole. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présentes. La prochaine édition sera normalement au mois de juin 2025. Je vous communiquerai sur tous les réseaux, LinkedIn, YouTube et le site, la date. Je voulais juste refaire passer à l'écran en grand. C'était quand même plus sympa. Voilà, merci. Je te donne le mot de la fin, Sarah, et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien, le mot de la fin, c'est une grande responsabilité. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci pour votre participation. Voilà, je ne vous ai pas vu, mais merci beaucoup pour votre attention. Et puis, pour terminer, effectivement, je vais citer une amie qui j'ai échangé sur ces sujets-là et qui est responsable RSE. Pas de RSE sans dialogue social, donc pas de RSE sans CSE. Voilà, comme ça ouvrira globalement les débats et le champ des horizons. Très Ça bonne journée. marche. Merci beaucoup.